les uns et les autres. Et nous avons ce programme à disposition. Donc le début de la cérémonie, c'est l'accueil des invités depuis 13 heures que nous sommes là, en train d'accueillir et d'orienter les uns et les autres. Ensuite, je donnerai la parole au président du cercle des écrivains et artistes des Afriques qui va prononcer le mot de circonstance. Ensuite, nous aurons la petite représentation théâtrale par le groupe de Grace Yulu. Et enfin, nous inviterons l'auteur et tous ceux qui vont présenter son livre à nous présenter les différentes parties du livre et le débat va s'ouvrir. Voilà le programme succinctement que je peux présenter. Et je vais laisser la parole au secrétaire général du Cercle des écrivains artistes des Afriques pour pouvoir nous prononcer le mot de circonstance. Mesdames, Messieurs, en qualité de secrétaire général chargé de la communication de l'association Le Cercle des écrivains et artistes des Afriques, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue et vous remercie très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. C'est un réel plaisir que tous ceux qui ont sollicité pour présenter les œuvres de Benoît Mundele Ngolo se sont livrés à cet exercice. Non seulement à cause de son style atypique et de l'actualité des sujets qu'il aborde, mais aussi des fondements intellectuels qu'ils sont amenés à faire ressortir dans son œuvre. Dans une démarche triptyque observation, dénonciation et interpellation, Benoît Mundele Ngolo aborde principalement le thème de la révolte contre les dérives des mœurs dans la société. Et dans ce 10e livre intitulé « Ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure », l'écrivain reste fidèle à son leitmotiv de pensée, comme on peut le constater dans les 100 textes qui constituent le cœur de son livre. Ce sont là 100 aphorismes, en réalité 99, parce que le 100e, figurez-vous, tient lieu d'hommage aux personnes qui l'ont accompagné pendant ces 2 expéditions dans la région de la Likoala. Donc, ces 100 aphorismes qui ne sont pas sans rappeler les 300 maximes de Balthazar Gracian, sous le titre de l'homme avisé dans les allées du pouvoir. L'homme avisé dans les allées du pouvoir, ainsi pourrait-on définir Benoît Mundele Ngolo, ce commis de l'État, ou mieux encore, cet homme d'État. Et je ferai ici un rapprochement avec Joseph Chasserio, qui, tel un navigateur après un long et périlleux voyage hors de mer, dressait le tableau des pays qu'il avait parcourus, des dangers qu'il avait rencontrés, de ses découvertes et des observations qu'il avait recueillies. Dans L'homme d'État, son dernier livre paru en 1802, Joseph Chasserio disait ceci, je cite, « Je n'ai point interrogé les annales d'une seule époque, d'un seul peuple, d'un seul pays. Les idées ont été indistinctement présentes à ma pensée. J'ai tâché de me placer à cette hauteur où l'on n'aperçoit ni les hommes, ni les passions, ni les circonstances particulières. Je n'ai vu que mon sujet, je n'ai consulté que l'expérience et l'histoire. » Joseph Chasserio parlait de ses expériences et des réflexions qu'elles induisent, des enseignements et des vérités qui en découlent, et disait que nous-mêmes, nous en avons souvent le tableau sous les yeux, et que nous nous y confrontons cruellement, presque quotidiennement. Il pensait donc que c'était rendre service à l'humanité que de fixer pour les générations à venir les lumières qui avaient éclairé les générations disparues, mais aussi les erreurs qui avaient quelquefois égaré leur sagesse. C'est quasiment la démarche de Benoît Mundele Ngolo, il me contredira certainement pas. Des méandres de la politique et de l'épaisseur de son expérience de la vie, Benoît Mundele Ngolo tire les 99 vérités qui composent son ouvrage. Des vérités qui s'épanchent indubitablement sur les champs de l'intemporalité et de l'universalité. Non seulement Benoît Mundele Ngolo lègue aux spécialistes et aux étudiants un style incomparable, propice à des recherches illimitées, mais il y ajoute ces lumières teintées d'ironie socratique et destinées à éclairer notre conscience,
Je paraphrase ici Gaston Kellman, auteur du best-seller « Je suis africain et je n'aime pas le manioc » à propos de Fantasmons ensemble, un instant dans un snowpack. Ainsi ai-je dit brièvement et modestement sur l'auteur et son œuvre. Les spécialistes ici présents développeront. Donc, permettez-moi d'exprimer les remerciements du CE2A au docteur Lemontio Martin, critique littéraire spécialiste de la littérature congolaise, pour avoir accepté d'animer cette cérémonie. À Dieudonné Zélé, professeur agrégé de lettres, critique littéraire. À Carmen Févillier, journaliste indépendante. Et enfin au professeur Dominique Ngoingala, pour avoir répondu favorablement à notre invitation à exposer tour à tour les aspects littéraires et philosophiques de l'ouvrage. Une fois de plus, je vous remercie à l'avance de votre attention et vous souhaite de passer d'agréables et fructueux moments d'échange. Tes écrits, il est vrai, languissants, très mornes, sans art ni talent, sont écrits en dépit du bon sens, mais ils trouvent, malgré tout, des idiots et des sots pour les lire, des niveaux et des flatteurs pour applaudir. Ils ne sont cependant pas les livres de chevet des gens intelligents. Ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur. Je le jure. Question? En écrivant ou en rappelant ce que vous rapportez là, visez-vous une personne de manière particulière? Je ne vise personne de manière particulière. Sinon, je lui ferai honneur. Ce qu'elle prendra pour une offense. En relisant ce qui est écrit dans ce livre, vous retrouvez-vous vous-même quelque part? En relisant ce que je lis, continue à donner ma parole à mon avocat. Très bien. en relisant ce qui est écrit dans ce livre, je me retrouve partout et nulle part. Ce n'est, Ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur. je le jure, Question? Et si quelqu'un, homme ou femme, après avoir lu ce que vous avez écrit ici, se reconnaissant, vous porte plainte pour diffamation, Que ferez-vous? j'irai au tribunal pour plaider non coupable. Après quoi, je lui porterai plainte, moi aussi. Mais pour enrichissement illicite Je le confirme. et pour tentative terroriste intellectuelle. Pour me faire peur ou pour me faire taire par intimidation. ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur. Je le jure. Question? À qui voulez-vous adresser à travers ce livre? Excusez-moi. À qui voulez-vous vous adresser à travers ce livre? Il est vrai. Je m'adresse à tous ceux à qui les autres penseurs se sont adressés avant moi. Je m'adresse aussi à tous ceux qui vont lire ce livre. Ainsi qu'à ceux qui sont dans cette salle. Je m'adresse ainsi à vous-même. Et également, évidemment, à vous-même, Monsieur le Président, et aux membres du jury qui me posaient présentement des questions. Ce n'est, Ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur. je le jure, Nous allons inviter l'écrivain général de division, Benoît Mundele Ngolo, à venir prendre place pour pouvoir défendre aussi son livre. Après avoir écouté à vif les textes que l'on nous a présentés, nous allons essayer d'entrer peut-être dans certains détails, c'est-à-dire décortiquer le livre dans sa structuration, dans sa complexité, et voir ce que ce livre nous donne à voir sans le montrer directement. Parce que quand le critique littéraire entre dans un texte, il peut faire voir d'autres textes qui sont cachés par le texte même du texte. Alors, si vous comprenez bien, vous comprenez que déjà, le paratexte du texte,
c'est ce qui entoure le texte, et il nous introduit déjà dans le texte, sans être déjà le texte. Alors, paratexte, première couverture, ce n'est pas habituel que de voir le général, n'est-ce pas, dans sa sublime, dans le sérieux qu'on lui connaît, jurer. Alors, jurer, c'est un acte qui vous engage, qui engage toute votre personnalité, qui engage aussi votre foi, et ce que vous faites en jurant, vous donnez vraiment foi à cela. Mais alors, il ne jure pas seulement. Écoutez-moi bien. En 112 fois, vous avez « je le jure » 112 fois. Comment peut-on jurer? Non pas une fois, mais 112 fois. Alors là, c'est quelque chose d'exceptionnel et cela m'a beaucoup intéressé de voir jurer 112 fois. Et chaque fois, quand vous avez le livre, il y a toujours cette petite maison, cette icône. Et ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure. Et presque à toutes les pages, vous pouvez avoir une fois ou bien deux fois, sauf à quelques pages, vous avez deux fois ce je le jure. Une seule fois, j'ai vu dans 3 pages, je le jure. Mais souvent, c'est une ou bien deux fois. Alors, ce je le jure, c'est donc une conviction, c'est quelque chose qui a été pétri par l'expérience de l'écrivain, et quand il le dit à son 11e livre, c'est quelque chose qu'il a mûrement réfléchi, et en cela, nous pensons que ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure, apparaît comme le couronnement des 10 autres livres, la quintessence, n'est-ce pas, de ce qu'il veut nous communiquer. Bien sûr qu'il est encore en train de fourbir d'autres armes pour nous produire d'autres nourritures spirituelles encore plus savoureuses. Et cela, nous le lui souhaitons, tout en lui souhaitant encore une très longue et très longue et très longue vie, afin qu'il nous donne encore à penser, à lire et à relire ce qu'il nous fait. Alors, en votre nom, vraiment, je vous demande un petit applaudissement pour lui, parce que je suis fier de voir sa productivité. Alors, ça, chaque fois, En général, je vous livre là mes avis sur votre livre. Ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure. À vous de répondre donc mon général à mes taquineries. À vous d'en tenir compte comme vous me l'avez écrit. Alors permettez-moi que je vous taquine. En reprenant la citation que vous faites dans votre livre, je vous dis encore ceci. Si vous voulez avoir de moi des éloges, mon général, flatteur, d'accord. Je vous dis, mon général, oui. Si vous voulez avoir de moi des éloges flatteurs, il faudrait d'abord me laisser la liberté de vous blâmer. N'ayez crainte, ce ne sera ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je vous le jure. Alors, sur la forme. Sur la forme, je ne vais pas revenir sur la technique, ce qui a été déjà fait. Toutefois, j'ai relevé le style atypique de votre livre, qui évoque celui des Écritures saintes, les psaumes et les prophètes, ce qui m'a paru lassant quand je le lisais, parce que c'était déjà du déjà lu, et il s'agissait également de préceptes universels que nous connaissons déjà. À travers son texte, j'ai été agréablement surprise par le palindrome, des textes comme vous l'avez décrit, des textes qui se lisent dans un sens et dans un autre, de bas en haut et de haut en bas, dans les pages 113 et 115.
Mais j'ai été gênée pendant la lecture par les caractères soulignés, gras. J'ai trouvé ça assez sévère et froid. J'ai trouvé que ça agresse le lecteur, mais permet d'attirer toutefois l'attention. Et ce caractère froid, à mon sens, a tranché avec le flux d'émotions que vous apportez en fin de roman. Par le dernier texte 100, quand vous évoquiez vos souvenirs lorsque vous étiez ministre des Travaux publics. Pour terminer, j'ai perçu la sagesse qui vous revêt et j'ai ressenti de vous le besoin de la partager, de la léguer à la postérité. Si vous permettez, je dirais qu'il s'agit d'un livre testament, c'est ce que j'ai perçu, adressé à la postérité et à la classe politique congolaise. Cela reste un livre grave, profond et provocateur, tout en laissant place à l'humour. J'ai cité, en fait, j'ai pris les pages 37, 38, les textes 37, 38, 39, 64. Et ceci me pousse à dire, mon général, que vous êtes joueur. Vous jouez avec vos lecteurs. Vous taquinez. Non, vous n'êtes pas en colère. Non, vous n'êtes pas rebelle. Vous n'êtes pas provocateur non plus. Vous taquinez, vous titillez. Tellement d'aspects, il faut aussi... Alors, sur le fond, mon général, vous avez abordé beaucoup de thèmes en même temps. Vous avez parlé de la justice, vous avez parlé de la condition de la femme, vous avez parlé des religions, vous avez parlé de l'immigration, vous avez parlé de l'intégration exaspérée du mimétisme aux mœurs européennes, vous avez parlé des pratiques culturelles, vous avez parlé de l'avortement et vous montrez votre position clairement. Et vous avez parlé du vote, vous avez parlé du rajeunissement des classes politiques, vous avez parlé des populations autochtones en Afrique, notamment au Congo, et vous avez également parlé de la Constitution, et une actualité qui ne pouvait pas passer. Selon vous, pas de mauvaise constitution, mais rien qu'une fausse interprétation et l'achat des consciences. Au titre des pages, on trouve aussi des réflexions philosophiques. Vous êtes tour à tour, mon général, moralisateur, provocateur et drôle. Vous portez un regard que j'ai estimé dur sur les sociétés africaines, sur les politiques congolais et sur la femme en général. Je vais passer la parole au professeur Zélé, qui va sûrement lire le livre sous un autre angle, et nous allons le découvrir tout après, n'est-ce pas, son exposé. Le professeur Zélé, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'avoue qu'en acceptant de parler du livre de Benoît Mondele Ngolo, je ne savais pas du tout que j'allais me trouver confronté à une tâche aussi difficile. Et pourtant j'aurais dû m'y attendre. Puisque le livre, comme son auteur, est franchement insaisissable, complètement inclassable et tout à fait indomptable. Insaisissable, inclassable, indomptable, ce sont des adjectifs qui, en effet, caractérisent l'ouvrage que j'ai lu, tenté d'analyser et que je vais vous présenter ici. J'ai d'abord voulu aborder ce livre comme une chanson de geste. Ces poèmes épiques qui, à la fin du XIe siècle et tout au long du XIIe siècle, narraient un peu comme le font et comme le faisaient et comme le font nos griots d'Afrique, les guerres, les drames imaginaires, les légendes pieuses d'illustres personnages historiques ou fictifs. On trouve un peu de tout cela dans le livre de Benoît Mondele Ngolo, mais les chansons de geste sont des poèmes. Et on ne peut pas dire que le livre, ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure, est un recueil de poésie. Excite donc la classification en tant que chanson de geste. Qu'à cela ne tienne, me suis-je alors dit, il y a bien un petit genre littéraire qui va correspondre
au livre que j'ai en main, un livre au style très spécial de son auteur, tant il est vrai que, comme chacun sait, il n'y a franchement rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi alors ne pas voir ici une fable? L'auteur lui-même semble inviter le lecteur à suivre cette approche critique lorsqu'il fait allusion à la fable de Corbeau et de Renard de Jean de La Fontaine, bien connue, qu'on trouve à la strophe 76, page 88-89. Je ne vais pas vous le lire pour ne pas allonger les choses. J'ai aussi pensé avoir dans le livre une sorte de parabole, genre qui procède généralement par analogie entre le récit et l'idée suggérée. Merci beaucoup, Général, de nous avoir proposé une réflexion de ce niveau sur notre condition humaine qui est difficile, qui est même tragique. Il faudrait parler, non pas de drame, mais véritablement de tragédie. Moi, je ne suis pas critique littéraire. Comme beaucoup d'entre vous, je ne suis qu'un simple lecteur qui réagit, Martin l'a dit, de façon spontanée à la lecture d'un livre. C'est celui-là que nous avons entre nos mains. Et si j'avais été critique littéraire, j'aurais mis le livre en morceaux, je l'aurais dépiécé. Et dans les pièces, choisi les éléments pour façonner mon argument afin d'apprécier le livre. Est-il bon, est-il mauvais? Mais je ne suis pas critique littéraire. Je m'arrête, je suis, comment dire, quelqu'un qui est pris par la faim de lire. Et donc, je lis, je consomme, je ne fais pas attention à ce que je consomme, sauf que j'en ressens un immense plaisir. Mais si tout de même j'étais critique littéraire, avant d'aller à l'examen du fond de l'œuvre, qui m'intéresse ici, c'est sans doute à sa dimension esthétique et plastique que je m'intéresserai d'abord. Et cette dimension plastique et esthétique, dans l'ouvrage que dont nous faisons la présentation ici, n'est pas absente. Elle est là. Et ne pas le lui reconnaître, vous l'avez fait abondamment, je vous en remercie. Et ça me fait une économie, je ne reviendrai donc pas. Et ne pas le reconnaître donc, c'est gloser à tort et en quelque sorte faire preuve de mauvaise foi. Le livre est beau, le livre est grand, mais il nous désarçonne. Voilà tout. Et toujours à propos de la forme et de la plastique de l'œuvre que j'ai laissé à d'autres le soin d'examiner, l'auteur, ici présent, prétend certes écrire en tournant le dos au nord des académies classiques, et cependant, quel souci constant de bien faire, que d'exigence dans son écriture apparemment négligée. De sorte qu'il me semble que c'est en se moquant des règles académiques classiques qu'il les sert le mieux. Les critiques, nous l'avons entendu, ont relevé tout à l'heure, vous l'avez entendu tout à l'heure, ont relevé un nombre vraiment impressionnant de figures de rhétorique auxquelles recourt volontiers l'auteur, qui a pourtant fait vœu de ne pas s'y intéresser, et même de s'en moquer. Donc, c'est n'est. Et donc, en dépit qu'il en est, le texte avance pailloté d'oxymores, d'antithèses, d'antiphrases, de prétéritions, de métaphores, de métonymies, et plein d'autres choses. Et en ce qui concerne la musique et la plastique de la phrase, il y a des assonances et les allitérations. Il y en a plein. Sans aller loin, on peut le vérifier tout de suite dans le titre du livre. La succession sonore des S de séditieux
et de sorciers et de la meilleure musique. Et je ne soupçonne de rien, nous avons été à bonne école. C'était au temps où on apprenait les belles lettres aux enfants africains dans des écoles de missionnaires. Et je sais bien que dans la mémoire du général chante le verbe célèbre de Ronsard, pour qui sont ces serpents sifflent sur la tête. Avec ces reprises, je suis toujours du côté de la forme dont j'ai dit tout à l'heure que je n'en voulais pas, mais je vais la laisser tout à l'heure. Mais comment éviter de parler de la forme, puisque c'est la forme qui porte le fond. Mais je voulais tout simplement dire que je ne voulais pas insister. Moi, mon problème avec lui est ailleurs. Mais j'y suis pour l'instant. Avec ces reprises, ces répétitions rythmiques, ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, obéit à la structuration d'une mélodie chantée qui se développe en couplets ponctués, toujours par un refrain, toujours le même. Ce n'est ni sorcier, ni séditieux, je vous le jure, ça reprend. C'est comme une espèce de ritournelle. Magnifique. Je vais inviter mon général à essayer en quelques minutes de nous dire son sentiment par rapport à tous ceux qui lui ont dit des réflexions à propos de ce 11e ouvrage qu'il vient de connaître. À vous, mon général. Mesdames, Messieurs, avant toute chose, je me dois de vous remercier toutes et tous ici présents et présents dans cette salle pour avoir bien voulu, comme qui dirait, venir rehausser de votre présence l'éclat de cette cérémonie en acceptant de prendre part ce jour ou tout simplement en venant assister à la présentation de mon livre intitulé « Ce n'est ni sorcier, ni séditieux, ni provocateur, je le jure ». Comme vous venez de suivre, ce livre vient de vous être présenté tour à tour avec talent par Madame Carmen Févillier, suivi de Professeur Dieudonné Zélé et Professeur Dominique Ngoingala. Je leur adresse mes admirations, comme on le dit dans mon jargon militaire, ainsi que mes félicitations auxquelles s'ajoutent mes sincères remerciements, comme on le dit dans le civil en pareille circonstance. Malgré cela, et en sus de mon atypisme en littérature, que j'assume volontiers, je voudrais solliciter de vous, Mesdames, Messieurs, la permission de compléter les augustes intervenants que nous venons d'écouter avec attention et intérêt, afin de vous présenter moi aussi, pour ne pas dire moi-même, mon livre, dans la mesure où, comme nous le savons, il est dit d'une part qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, d'autre part, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Par ailleurs, comme d'aucuns l'affirment, il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Ceci étant, Mesdames, Messieurs, notamment vous qui venez de présenter mon livre, avec le brio et le professionnalisme qu'on vous reconnaît et que vous venez de prouver, je ne vous qualifie pour autant pas de royaliste ni de saint, loin s'en faut, comme je ne suis moi-même ni un roi, ni Dieu. Cela dit, il paraît que lorsqu'un livre est écrit et présenté au public, il cesse d'être la propriété de son auteur. Souscrivant à cette affirmation, je déduis ceci. Toute personne qui prend connaissance d'un livre est en droit de donner à ce dernier l'interprétation ou la compréhension à elle que l'auteur ne saurait contester, recuser ni rejeter, quand bien même celle-ci ne serait pas conforme à celle que l'auteur donne à son livre. À ce titre, et un lecteur, et une lectrice, et un critique littéraire quel qu'il soit,
peuvent avoir un point de vue tout à fait particulier ou singulier, mais parfaitement légitime sur un livre, sans que l'auteur du dit livre ne le partage, ni ne le refute, et de mon point de vue, l'auteur en prend tout simplement acte. Donc, un auteur, un livre, avec un avis, une compréhension, une interprétation de l'auteur sur son livre, certes, mais un livre, un auteur, 1001 lectrices et lecteurs égale un auteur, un livre, 1001 compréhensions ou interprétations, 1001 points de vue sur ce livre. C'est ainsi que, lorsqu'on a la chance de se retrouver en présence de l'auteur d'un livre, comme c'est justement le cas aujourd'hui, il me paraît opportun et bien indiqué d'en profiter pour écouter son point de vue à lui sur son œuvre, nonobstant les avis que toute personne est en droit de donner sur cette dernière. Mesdames, Messieurs, espérant m'être fait comprendre sur ce point, je me fais le devoir de vous présenter maintenant mon livre, tant sur la forme que sur le fond, et cela avec votre permission que j'ai sollicité et que j'ai obtenue. Ainsi donc, comme on le fait généralement lorsqu'on lit un livre, on s'intéresse habituellement à deux choses, à savoir la forme ou le style employé par l'auteur et le fond ou la quintessence du livre. Je n'échapperai pas à cette démarche intellectuelle en vous présentant mon livre. Cela étant, j'avoue d'emblée m'intéresser beaucoup plus au fond qu'à la forme d'un livre que je consulte dans ma vie pour égayer mon intellect, mon cerveau. Je m'intéresse donc beaucoup plus au message et aux problèmes éventuels soulevés par l'auteur d'un livre qu'au style littéraire utilisé par celui-ci pour exposer par écrit les 10 problèmes. C'est en considération de ce qui précède que j'avoue être quelque peu agacé lorsqu'on me demande, de manière lancinante, permanente et perpétuelle, de débattre ensemble pour éclaircir le sempiternel problème de la connaissance exacte ou de la classification de mon style, au lieu de débattre de la quintessence des problèmes que je soulève. Mesdames, Messieurs, ayant remis ce problème aux spécialistes en la matière dont c'est le métier, je renvoie malgré tout les lectrices et les lecteurs qui s'y intéressent à consulter le livre de la page 13 à la page 24 où 13 personnes, dont 8 hommes et 5 femmes, en ont parlé abondamment et différemment. Toutefois, pour ne pas paraître comme celui qui esquive le débat et les échanges sur ce sujet, parce que j'aurais avoué que cela m'a agacé quelque peu, voici ma contribution à ce propos. Tout d'abord, je fais remarquer que chaque texte de mes livres a la particularité d'être indépendant ou se suffit à lui-même parce qu'il traite d'un sujet sans que l'aboutissement ou l'issue de celui-ci soit tributaire ou dépendant du texte qui précède ni de celui qui suit. Ensuite, je me permets de faire noter ceci. Chaque partie des textes de mes livres que je nomme strophes forme une figure géométrique différente des autres figures formées par d'autres strophes. Voilà. C'est aussi ça qui particularise mon style que j'ai provisoirement baptisé style qui n'obéit pas aux recommandations académiques classiques en abrégé, SNOPRAC. Mesdames, Messieurs, pour en terminer avec cette question de forme, afin d'aborder la question de fond, je voudrais faire observer que le livre comprend 3 parties, à savoir le prélude, sans texte et l'épilogue. Espérons et souhaitons que cette question liée à la forme sera tranchée un jour, dans un avenir raisonnable, par les experts en la matière, afin que nous puissions désormais débattre des problèmes que je pourrais soulever à l'avenir dans mes livres, sans nous y attarder outre mesure, surtout que je suis persuadé qu'en écrivant, comme je le fais, cela n'entrave nullement
la compréhension des problèmes et des questions que je soulève, ce qui est une préoccupation fondamentale, voire primordiale, quand, comme par le passé, j'entends répondre galamment dans le futur à la muse, si elle continuait à me taquiner et à me chatouiller comme elle sait le faire, avec coquetterie et espièglerie de plus excitantes et incitantes, donc qui m'excite et qui m'incite si agréablement. Mesdames, Messieurs, après avoir parlé plus qu'il ne fallait de ce qui concerne la forme de mon livre, sans épuiser le sujet, permettez-moi de vous parler à présent de son fond. Autrement formulé, permettez-moi de vous parler maintenant de sa quintessence, si quintessence il y a. Ainsi fait, ou, cela étant permis par vous, je commence par le prélude en disant qu'il comprend deux parties. La première partie instruit la lectrice ou le lecteur qui ne le saurait pas. Il instruit sur une spécificité ou une particularité culturelle chez les Mboshi, une tribu de la République du Congo. En effet, les jeunes gens de ce groupe ethnique, nés au cours d'une même année ou pendant la même saison, vivaient en dansant, en donnant l'impression plutôt de se détester, à s'y méprendre, alors qu'en réalité, ils entretenaient, nourrissaient et témoignaient entre eux, curieusement, beaucoup d'estime, beaucoup d'amour et beaucoup de solidarité indéfectible, tout en se traitant de tous les noms d'oiseaux de mauvais augure dans des chahuts avec un langage irrespectueux incroyable. Il convient de noter qu'aucun de leurs enfants, aucune épouse ni personne d'autre dans le village, moins âgé ou plus âgé, ne se mêlait de leur querelle perpétuelle. Le faire se remettre le doigt entre l'écorce et le bois d'un arbre. Il convient aussi de faire noter que les jeunes filles et les frères jumeaux ne s'adonnaient jamais à cette pratique qui pouvait se poursuivre jusqu'à un âge très avancé. Si aujourd'hui cela ne se pratique plus et paraît surréaliste et incroyable, c'était absolument vrai à une époque relativement récente. La deuxième partie du prélude est d'une part un entretien entre l'auteur et un jury fictif, composé de lectrices et de lecteurs imaginaires qui lui posent des questions anodines et saugrenues. D'autre part, c'est un plaidoyer écrit pour privilégier les débats sur les questions de fond que soulève le livre, plutôt que de s'attarder sur des questions concernant la connaissance exacte du style dans lequel l'auteur a l'habitude de s'exprimer. Après le prélude, suit une série de 100 textes qui soulèvent des problèmes liés au fonctionnement des sociétés humaines. Ce sont des problèmes qui découlent de la politique, de la philosophie, de la morale, de la sagesse, de l'éthique, etc. Tous sont présentés sous la forme de conseils, de pensées, de maximes, de proverbes, d'anecdotes, de constats et de réflexions. Il convient de noter que sur les 100 textes, il n'y a que 19 qui font allusion ou qui traitent des problèmes politiques. Pas même la moitié, ni le quart des textes. Ce qui prend à contre-pied les politiciennes et les politiciens qui, dans leurs préjugés négatifs sur mes écrits, les jugent toujours subversifs et dangereux. Il s'agit des textes suivants. 8, 9, 14, 22, 28, 44, 45, 54, 61, 66, 78, 83, 84, 91, 93, 96, 97, 98 et 99. Le 100e texte est une évocation mémoriale par laquelle je rends hommage à des citoyens congolais morts ou vivants qui m'avaient accompagné dans leur mission d'État, dans 2 missions d'État accomplies respectivement en 1981 et 1985 dans la forêt vierge et inondée de mon pays pour reconnaître des tracés routiers dans des départements de la Sangha et de la Likwala quand, à 18 et 42 ans, j'étais ministre des Travaux publics. À ma connaissance, soit dit en passant et entre parenthèses, avant cela et depuis lors,
aucune expédition de ce genre n'avait jamais et n'a plus jamais été réalisée au Congo que celle ou celui qui est dans la salle et qui connaît une qui aurait été faite comme ça, la porte à ma connaissance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais dans le futur, puisqu'il y a dans la salle des jeunes qui seront des ministres des Travaux publics qui vont faire ce genre d'expédition. Mesdames, Messieurs, le livre se termine par un épilogue comprenant 3 textes. Le premier, intitulé « La mort d'un patriarche », déplore la persistance des travers et les méfaits politiques, ce qui a pour conséquence la mort d'un citoyen centenaire. Quant aux 2 autres textes, ce sont des extraits de discours d'investiture de M. le Président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui, par 2 fois, et en l'espace de 7 ans, à savoir le 9 août 2009 et le 16 avril 2016, dénonce et déplore avec une constante détermination, disent certains, avec une détermination constante, disent d'autres, déplore l'existence et la persistance des antivaleurs au Congo. Mesdames, Messieurs, ces 2 textes n'ont pas fait et ne font pas l'objet de commentaires de la part de l'auteur du livre. Par contre, ils ont fait et ils font l'objet de plusieurs analyses, de plusieurs avis et commentaires politiques, dans les médias aussi bien au Congo qu'à l'étranger. Je les ai transcrits ici dans mon livre pour susciter les avis et les débats éventuels des lectrices et lecteurs qui voudront poursuivre les échanges analytiques avec d'autres débattrices et débatteurs sur ce sujet, en espérant vivement qu'elles et qu'ils le feront pour soutenir leur point de vue à eux, sans se référer nécessairement à ceux d'autres personnes, surtout pas à celui de l'auteur du présent livre, qui n'a pas cru bon commenter ces 2 textes, puisque à la fin, il a écrit ceci, à savoir « non comment ». Mesdames, Messieurs, en m'arrêtant ici et maintenant, parce que je crois avoir fait, pour l'essentiel, ce que je vous avais demandé de faire, à savoir vous présenter moi aussi, ou moi-même, mon livre, sous la forme comme sous le fond, avec, comme qui dirait, mes propres tripes, je vais surprendre certainement plus d'une personne dans la mesure où il est généralement admis avec forte conviction qu'il est difficile, voire impossible de m'arrêter. Formulé autrement, on dirait, celui qui s'adresse à vous présentement ne sait jamais comment s'arrêter quand on commet l'erreur de lui accorder la parole, comme vous l'avez fait aujourd'hui, à vos risques et périls. D'ailleurs, tout à l'heure, le modérateur m'a mis en garde, alors que d'autres ont parlé, sans qu'ils mettent en garde les autres. Je suis désolé, car en m'arrêtant ici et maintenant, je suis satisfait et content d'avoir prouvé le contraire, monsieur le modérateur, de ce qu'on pense sur moi à ce propos, y compris vous. Toutefois, ou malgré cela, je reste disponible pour répondre à vos questions éventuelles, mais en vous disant ceci, n'attendez pas de moi, s'il vous plaît, que je vous donne les réponses que vous souhaitez entendre sortir de ma bouche. En servirai le parler. Lorsqu'on me fait l'honneur, comme vous avez pris le risque de le faire aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, cela étant dit, entendu et bien compris, je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder en m'écoutant, sans m'interrompre un seul instant par des applaudissements prématurés. Puisque vous les réservez pour la fin de mon propos. Entendu qu'arrivés à maturité, ils vont crépiter à n'en plus finir. Je le pressens. Je ne le pressens pas, je le sais. Et si par hasard, il n'y avait pas d'applaudissements, après mon laïus, pas même une petite ovation, ce dont je doute quand même, je ne vous en voudrais pas du tout, voyez bien me croire, car la faute reviendra à moi-même, qui n'ai pas assez de talent, de savoir-faire ni d'éloquence
qui sont des dons du ciel, des grâces et des avantages que seules certaines personnalités politiques et religieuses, hommes comme femmes, possèdent, puisqu'ils et elles se font applaudir avec frénésie, avant même qu'ils et elles n'aient ouvert la bouche pour débiter avec emphase et grandiloquence des conneries, des balivernes, des inepties et des mensonges sans sourciller, ni se gêner le moins du monde, ce qui n'est pas mon cas, je le jure. Je viens de vous le prouver aujourd'hui. Et je vous prends à témoin, puisque vous venez de le constater et d'en prendre acte. C'est pourquoi, pour terminer définitivement mon propos, je vous prie de croire que ce que je viens de dire et que vous venez d'entendre n'est ni sorcier, ni insidieux, ni injurieux, ni séditieux, ni subversif, ni moralisateur, ni tendancieux, ni provocateur, ni audacieux, ni irrespectueux, ni rien d'autre de tel et de semblable envers qui que ce soit. Je vous avais dit que mon général était vraiment excellent dans une mise en scène qui vous met aussi à l'aise. Vous voyez que vous avez été très bien mis à l'aise et vous n'avez pas eu de problème à le suivre. Monsieur Mdelengolo, excusez-moi, j'ai lu brièvement votre bouquin sur Fantasmant sur le nom propre. Et là, j'ai parcouru vite fait ce dernier. J'ai constaté que vous avez eu une certaine envie d'influencer notre société. Alors, qu'est-ce qui vous motive à faire passer ce message? Parce qu'en lisant le dernier bouquin, vous faites passer un message. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer par l'écriture? Qu'est-ce qui vous séduit dans l'écriture? Parce qu'en parcourant, effectivement, je découvre que vous avez vous donnez à cœur joie à décrire certaines coutumes, certaines choses. Qu'est-ce qui vous séduit dans l'écriture précisément? Mon général, rassurez-vous, j'ai prévenu Garagaï tout à l'heure pour lui dire que je venais à cette dédicace. Il ne m'a rien dit. En revanche, au Congo, ils sont en train de suivre cette dédicace en direct par Ziana TV et bravo, puisque je viens d'avoir la preuve. C'est mon neveu qui m'a envoyé un message, comme on dit, inbox. Je viens de découvrir ce mot d'ailleurs. Bien, il m'a dit, ah bon, il dit, mais ne parlez pas parce que, paraît-il. Non, c'est bon. Je vous rassure que rien de grave. Bon, mon général, moi j'ai lu le livre. Et l'ai lu. Aussi, ma critique, je la garde pour moi. En revanche, un commentaire. Oui, le professeur Ngoingala, il y a une avalanche de figures de style et de rhétorique. Métaphore, métonymie, snake dog, sylepsie, ok. Et au contraire du professeur Zélé, qui est gêné peut-être de trop de pléonasme, moi, c'est ça qui m'a plu. Puisque le pléonasme n'est pas une figure de style, mais une figure de construction. Donc cela participe à la construction du livre. Et ça m'a bien plu. Je m'arrête là pour la fin. Maintenant, j'ai une question. Une seule question et globale. En 2009, vous avez écrit « Lettre ouverte », mea culpa. Ouragan, père, chef-d'œuvre, je vous l'accorde. Et l'année dernière, je crois, vous avez écrit « Je plaide non coupable ». Et maintenant, je le juge. Voilà bien des titres, des syntagmes, comme on dit, qui renvoient au langage judiciaire. Alors, je me suis posé la question de savoir, M. Benoît Mdelengolo est-il préoccupé par les questions de la justice, mais pourquoi ne pas le dire? Mais, puisque vous aimez aussi Albert Camus, et moi aussi je l'aime bien, j'ai lu Entre mère et justice, il dit, je crois à la justice, mais je défendrai d'abord ma mère avant la justice. Et pour cause, il dit plus loin, une chose me paraît plus noble au monde que la justice, c'est sinon la vérité elle-même, du moins l'effort vers la vérité. Nous n'avons pas besoin d'espoir, nous avons seulement besoin de vérité. Est-ce que la justice peut-elle triompher, éclater sans la recherche de la vérité?
Donc moi, ce que je souhaiterais, en général, c'est de me répondre, de me dire, est-ce que quand vous écrivez, c'est bien beau? Vous avez l'art du constat, comme on dit en littérature, vous décrivez un tableau repoussant, ce qu'on appelle en littérature le locus terribilis. Mais, où est l'analyse? J'ai dit. Aristide Loiza, en fait, j'ai chez moi l'ouvrage du général écrivain Mea Culpa. C'est vrai que j'ai retenu qu'il y a une omniprésence des termes judiciaires. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est parce que la justice est introuvable au Congo que l'écrivain général est obligé de faire une transposition vers, en déplaçant l'arène judiciaire vers l'arène littéraire. Merci. Dans ma méthodologie, lorsque on pose des questions, pour répondre, on essaie de reprendre pour bien faire comprendre à la personne qui a posé la question si c'est la question qui a été posée. Monsieur Sika me demande pourquoi je préfère l'écriture pour m'exprimer. Je crois que c'est ça que vous voulez savoir. Baouna Daniel Bedel. Bon, je mets de côté tout son espèce de prélude où il dit que son neveu lui a dit que c'est en direct. Bon, est-ce que tu as peur que parce que c'est en direct? Je crois que je ne m'occupe pas de ça. Je vais droit à votre lettre, à votre question qui est: êtes-vous préoccupé par la justice? Je crois que c'est ça l'essentiel que vous m'avez posé comme question. Le reste étant un habillage qui n'a rien à voir avec la question, n'est-ce pas? L'auditoire, vous pouvez aussi approuver, non? C'est ça, comme ça, vous avez compris, non? Le prélude qu'il a fait de son cousin, qu'il appelle le prélude en direct, bon, ça, c'est pas la question. Bon. Loiza Aristide me demande pourquoi il y a le déplacement un déplacement fait par moi à partir de l'arène de la justice vers l'arène littéraire. C'est ça. Bon, donc on s'est bien compris. Bon, pourquoi avez-vous préféré l'écriture pour vous exprimer? Je dis tout simplement que les paroles s'envolent, les écrits restent. Si je m'exprimais par la parole tout simplement, bon, évidemment actuellement il y a des CD, la technique d'enregistrement pour que la parole soit entendue. Mais entre les deux, dans tous les cas, s'il y a ce côté et puis l'écriture, bon, moi, c'est un choix. C'est un choix. J'ai choisi de m'exprimer par l'écriture en me disant que les paroles s'envolent et les écrits restent. Bon. Êtes-vous préoccupé par la justice? Ça, c'est Bedel. Non, je ne suis pas préoccupé par la justice. Je ne suis pas préoccupé par la justice. Ou alors peut-être il faut approfondir. Je dis que je ne suis pas préoccupé par la justice. Cependant, comme tout homme qui a des défauts, mon grand frère ici a dit ça, que tout homme a des défauts. Et si vous avez des défauts, si vous faites mal, bon, la justice vous attend. Donc il n'y a pas que moi, toi Bedel, tu as des défauts, tu peux être préoccupé par la justice. Donc pas moi spécialement. Est-ce que toi, tu n'es pas préoccupé par la justice? Bon, moi, peut-être parce que j'ai des défauts, oui, je peux être préoccupé par la justice. Maintenant, si toi, tu n'as pas de défaut, ou alors, la question là, tu devais te la poser à toi-même. Normalement. Pourquoi spécialement moi? Hein, écoutez, pourquoi spécialement moi? Vous m'entendez, non, tous ceux qui sont là? Pourquoi spécialement moi? Elle peut être posée à n'importe quelle personne qui se trouve assise là-bas. Bon. La télévision. Ah, la télévision?
Je ne suis pas préoccupé par la télévision. Bon, pourquoi vous faites-vous un déplacement de la reine de la justice vers la reine littéraire? Bon, j'avoue ne pas très bien comprendre. Parce que, est-ce que vous voulez quoi? Vous voulez que j'utilise la justice pour résoudre les problèmes que je soulève ou comment? Parce que vous dites, pourquoi vous déplacez-vous de la reine de la justice vers la reine de la littérature? La reine, c'est ça, non? Je crois. Oui. Bon, souvent quand les questions ne sont pas bien formulées, la réponse aussi est quelquefois difficile. Hein? Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ta tête pour deviner la véritable mort. Je suis obligé de supputer, est-ce que vous voulez dire que, au lieu d'écrire, il faut que je saisisse la justice, ou bien c'est ça? Ou bien comment? Ou alors essayer de... pour que j'ai la facilité de répondre avec facilité aussi. Parce que je n'ai pas bien compris. Est-ce que je me déplace? Je me déplace de la reine de la justice pour aller sur la reine de la littérature. Mon général écrivain, est-ce que ma question, le sens de ma question est celle-ci? Est-ce que c'est parce qu'il y a une impossibilité au Congo de saisir la voie judiciaire, l'espace judiciaire, que vous trouvez plus intéressant de faire ce travail-là, ce recours-là, par le moyen de la littérature? Voilà le sens de ma question. Est-ce que le Congo est un espace qui favorise l'expression de la justice, par exemple, le recours à la justice? Ah bon. Bon. Là, ce sont des questions pièges. Oui. Mais moi je dis ceci. Vous avez commencé par une affirmation. Est-ce que parce que le Congo a une justice pas bien, c'est pour ça que tu dis, hein? Bon, moi je ne dis pas que le Congo a une justice mauvaise. Ça c'est toi qui le dis. Moi je n'ai pas dit ça. Toi tu parles d'une affirmation qui est tienne pour me poser la question à moi qui réagis, pas par rapport à ce que toi tu penses. Moi je n'ai pas pensé que la justice au Congo est mauvaise. C'est pour cela que j'utilise la voie de la littérature. Et même cette voie de la littérature, elle est bien en quoi? Elle est bien en quoi? Non, c'est tout simplement, j'ai eu envie d'écrire des problèmes que j'observe et je les couche en littérature. C'est tout. C'est pas un choix. C'est pas un choix. Bon, s'il vous plaît, je pense que... Ils sont satisfaits, non? Oui, ils sont satisfaits. Voilà. Et mais c'est ça, un coup KO. Bon, alors, il y a donc des questions qui... je donne la première question, oui, vous? Oui, c'est pas une question en fait, oui. Carmen. Carmen, oui. Je voulais rebondir sur la dernière question qui a été posée au général Mundele Ngolo. Je pense qu'il a essayé de repréciser les choses. C'est ce que j'essaie de faire. Je trouve assez dangereux de généraliser des choses, de dire que dans un pays, la justice n'existe pas, c'est pas vrai. Il y a toujours une justice qui existe, il y a des imperfections, c'est bien. Donc il faut bien cibler les choses et je pense que le général dans son livre ne dit pas de telles choses. Et je pense qu'il faut essayer de recadrer ça. La justice existe, elle n'est pas parfaite, mais elle est là. Donc je me dis que c'est facile de dire qu'au Congo, la justice n'existe pas. Ma question est la suivante. Mon général, déjà, un grand merci. Et merci aussi aux différents intervenants parce qu'ils ont fait preuve d'un brio exceptionnel. Et sans oublier la troupe qui nous a éveillés avec le prélude du livre. Ma question donc est la suivante. Pourquoi, mon général, rapportez-vous ici les deux discours du chef de l'État congolais qu'il a prononcé en 2009 et en 2016 lors de un peu plus fort, ces investitures. un peu plus fort pour les autres.
Ça, c'était ma question. Maintenant, je peux faire une observation. Alors, il y a des gens qui, en fait, demandent pourquoi est-ce que l'auteur emploie beaucoup de mots juridiques pour s'exprimer dans ses livres. Bon, je ne pense pas qu'il y ait des mots qui appartiennent à une science donnée. On peut les utiliser, que l'on soit juriste ou pas, on peut utiliser tous les mots. Mais mon observation est surtout celle-ci. Et ce dernier livre, comme les autres, est d'une docte compagnie, n'est-ce pas? Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on s'attelle à le lire. Vos livres, mon général, et votre œuvre en général, si on prend du premier livre au dernier, sonne comme un réquisitoire contre les insuffisances morales et les perversions intellectuelles. Mais c'est surtout votre œuvre, et c'est ce que nous devons retenir tous, c'est un formidable plaidoyer pour une société de justice et d'égale dignité pour tous. C'est ça que nous devons retenir. Et parce que tout ce que vous dites a une dimension universelle. En tout cas, c'est mon point de vue. Et je vais lire, parce que je l'ai écrit tout à l'heure. Non, juste, c'est ma conclusion. Juste, tout en vous remerciant, j'ai la faiblesse de croire, que la vie serait difficile à supporter si des hommes comme lui, comme le général Mondele Ngolo, avec un esprit d'une comment dire, vitalité désarmante, n'est-ce pas, avait fait le choix, en tout cas, avait la mauvaise idée de se taire. Donc merci. Merci pour tout ce que vous faites, parce que c'est un beau legs que vous faites à la postérité. Je vous remercie. Peut-être qu'il y a une déformation professionnelle. Montolopama a l'habitude de juger les problèmes dans son terroir d'Ongoni. Et de ce fait, en écrivant, il a certainement tendance à utiliser les termes juridiques. Enfin, c'est ma contribution. D'accord. Je pense que lui-même... Je n'ai pas de questions à vous poser. Parce que dans notre histoire commune, mon général, quand nous étions marxistes, nous disions les idées, lorsqu'elles pénètrent les masses, elles deviennent une force matérielle. Et tout à l'heure, le professeur Ngoïngala nous a dit, il nous a parlé des arguments littéraires. Et j'ai bondi sur ce mot en disant effectivement que les arguments littéraires peuvent devenir aussi puissants qu'un obus. Et je vous félicite, mon général, pour toute votre œuvre. Parce que, pour qui sait vous comprendre, vous êtes en train, chaque jour, de contribuer à l'éducation de notre peuple. Et vous m'avez précédé sur un fait. Quand nous étions plus jeunes, mon général, vous aussi d'ailleurs, chaque fois que nous apprenions que le général, le colonel ou le commandant Mondele Ngolo voulait des collaborateurs, nous fuyions très loin parce que vous travaillez sur un rythme tellement complexe qu'il était difficile de vous suivre. Et on avait peur. Complexe mais efficace. Et on avait peur d'être votre collaborateur parce qu'on craignait de ne pas être à la hauteur. Bravo. Vous m'avez précédé sur cet aspect en parlant d'une opération que vous avez entreprise, une opération inédite, parce que même dans les annales de l'histoire coloniale, on ne trouve aucun exemple. La Sanga, la Likwala. Dans les marécages, cet homme que vous voyez s'y est rendu avec un coup. Et des marécages qui ne sont pas celles que vous avez en Europe ici,
Là-bas, nous avons des marécages, alors habités par des monstres, des crocodiles, des serpents. Lui, il s'y est rendu. Mais lorsque on résume son histoire, et quand on constate aujourd'hui que cet homme d'une très grande activité se tourne vers la littérature, cette évolution positive, nous la soutenons. Et voilà pourquoi, mon général, je voudrais devant tous ici présents vous féliciter. Merci pour notre peuple. Merci pour ce que vous nous avez fait. Je rapportais ici les deux extraits du discours du président. Les autres, je n'ai pas enregistré les questions à ma direction. Hein, le modérateur. Madame Rebecca a parlé, il n'y avait pas de questions. Sika a posé des questions à mon grand frère. Et puis, le colonel Twanga, il m'a adressé. En réalité, chez le général, on adresse les admirations. On ne félicite pas un général parce que... Non, c'est en tant que citoyen, mon général. Ah bon, d'accord, ok. C'est ce que tu as dit, mon général. Si c'est mon général, c'est mes admirations. Parce qu'un colonel ne peut pas féliciter un général. Toi, tu peux féliciter un commandant. Ou tu peux féliciter un capitaine. Mais chez le général, on lui adresse les admirations. Bon. Prenons tout cela, tout est sens dessus-dessous. On se lève, on dit mon général, puis après il dit je suis civil. Bon, d'accord. Mais je vous remercie de votre témoignage. Je vous remercie de votre témoignage. Parce que lorsque le grand frère m'a interpellé, quand même, c'est nous qui avons dit tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Oui, c'est nous. Mais on y croyait. On y croyait vraiment. Le colonel Twanga peut témoigner. Il peut témoigner de ce que nous refusions des avantages parce que on se disait que nous ne sommes pas là pour nous servir. Et c'est ce qui nous a conduit au 22 février. Donc on était conséquents. On était conséquents. Est-ce qu'on s'est trompé? Mais au moins on était conséquents. Il vaut mieux être conséquent et se tromper, mais que être vagabond politique. Un vagabond politique qui mange à toutes les sauces. Et qui, par exemple, voyant un écrivain qui écrit des âneries, et puis s'en va supporter ce genre de choses. C'est un vagabond littéraire. Des gens comme ça, ils ne peuvent pas aller poser, donner appui à des écrits politiques tout à fait contestables. Mais nous ne sommes pas sur ce chemin. Bon, Frédéric, moi je vous ai dit, à moins que vous soyez venu en retard, sinon... Attendez que je remette de l'ordre un peu dans mes papiers là, parce qu'il vaut mieux lire ce que j'ai écrit que de dire encore autre chose. Bon, en réalité, j'ai dit que... Mais pourquoi je ne me retrouve pas? Hein? Là où j'ai dit que moi, j'ai moi-même dit que c'est non commun, j'ai dit que j'ai rapporté ces deux textes pour permettre... Oui, non, c'est dans mon propos ici. Après le prélude, je suis une série de 100 textes.
Ma console est en passant. Nous avons traité la mort d'un patriarche. Je suis persuadé qu'avec le prophète, après avoir parlé plus longuement. 7. Non, mais je voulais lire ce que j'ai dit, mais maintenant moi-même je ne me retrouve plus. 7, 8. Oui, attendez, je dis ceci, que, bon, puisque c'est moi-même qui ai écrit ça, je peux très bien, je voulais lire exactement ce que j'ai écrit, que j'ai rapporté ces 2 extraits pour permettre à tout citoyen qui voudrait commenter ce texte de le faire, puisque le 16 avril, lorsque ça a été dit par le président, vous savez bien qu'après le discours du président, il y a la presse présidentielle et puis les autres médias qui se mettent à commenter. Ils ont commenté ce texte-là en disant, bon, c'est une détermination constante du président et c'est une constante détermination du président. Donc, ils ont commenté ça dans ce sens. Moi, j'ai dit, je n'ai pas commenté. Et si il y a des personnes qui peuvent continuer à commenter ça, ils peuvent le faire. C'est ce que j'ai voulu dire. J'ai rapporté ceci comme ça. Vous avez dit pourquoi? Je dis parce que, voilà ce que j'ai dit. Mais je n'incite pas les gens à commenter nécessairement. Je n'incite pas. Voilà.